Beaucoup de choses. D'abord, je voudrais profiter de ce que je viens juste après M. Meka pour enfoncer le clou sur une chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est la présomption d'innocence. À l'occasion d'une émission à peu près identique, à laquelle vous m'avez fait l'amitié et la confiance de m'inviter, j'avais insisté là-dessus. Tant que nous n'aurons pas une décision définitive intervenue contre ces personnes, elles sont présumées innocentes. Je sais que votre grand public, d'une façon globale, a du mal à comprendre cela et pense toujours qu'il y a un peu comme la connivence que de pouvoir le dire. Mais nous, les fondements de la République et les fondements de la justice, d'une façon globale, reposent sur ces éléments-là. Et si on reproche à des gens d'avoir violé la loi, il faudrait que nous-mêmes, nous puissions être les premiers à restituer les choses dans ce qui me paraît être sacré. Ces personnes sont encore aujourd'hui présumées innocentes. C'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que j'ai tellement été surpris, tellement appelé de mes voeux cette qualification-là, que évidemment, je ne peux qu'applaudir de mes deux mains de la voir enfin poindre. Je pense que à partir d'un certain nombre d'éléments dont on pouvait connaître la nature, la genèse, les intentions, dès le départ, cette qualification s'imposait. De mon point de vue, c'est l'inverse, qui eût été d'ailleurs illogique. C'est-à-dire qu'on eût commencé par l'assassinat, quitte à ce qu'au fur et à mesure d'évolution de la procédure, on se rende compte qu'il y a là-dedans des éléments qui ne retiennent pas l'intention et la projection du crime et que, éventuellement, on réduise la voilure. Donc je suis très heureux, je vous dis, très heureux de voir que la justice a su, parce que, contrairement peut-être à mon voisin, moi, ils auraient pu rester sur cette qualification originelle. Je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu beaucoup de manifestations particulières. Là, pour une fois, le droit rejoint à peu près la réalité. Donc je vais applaudir vraiment qu'on puisse avoir eu ce débat. Cela étant, j'ai quand même encore quelques petits regrets. Peut-être deux ou trois. Le premier, c'est que, bon, l'ordonnance, quand vous la lisez, alors, la première des choses, c'est que vous avez fixé un peu le cadre qui, de mon point de vue, permettez-moi, peut me paraître un peu hypocrite. Parce que vous nous dites que on doit en parler comme d'un fait, mais en même temps, il ne faut pas en parler. Parce que après, il y a un coup. Tout à fait. C'est la loi. Bien. Sauf que la loi nous dit qu'on ne doit pas en parler dans le sens d'orienter la décision en faveur ou en défaveur de quelqu'un. Donc, je vais rester, si vous voulez bien, dans ce canevas-là. De ce point de vue, je constate qu'on a beaucoup de raisons d'être inquiets pour le fonctionnement de la République. Parce que si vous lisez cette ordonnance, il vous apparaît qu'il y a des démarches, des façons de faire qui ont été validées comme telles. La DGRE, qui est censée être un élément de protection de la République, c'est-à-dire de chacun d'entre nous individuellement, est utilisée. Même si, je vous donne raison, M. Meka, ce n'est pas l'institution en elle-même, mais il y a quand même des individus. Et lorsque vous lisez en plus, en transparence, vous apercevez que c'est un mode opératoire qui est devenu normal, courant. C'est d'ailleurs un peu, me semble-t-il, la raison pour laquelle un certain nombre de responsables ont été retenus, bien que leur participation matérielle à cet acte-là, lui, n'ait pas été retenue. Donc, ça fait peur dans le dos. Ça fait peur. La deuxième chose qu'il faut retenir à la suite de la lecture de cette ordonnance, c'est que bon, je l'ai trouvée, de mon point de vue, à certains niveaux un peu, elle est passée un peu vite. J'ai hâte que nous soyons au procès. Voilà, elle a indiqué une direction, d'ailleurs en s'appuyant, de mon point de vue, beaucoup plus souvent sur le code de la justice militaire, la violation du règlement, alors que l'orientation générale que l'ordonnance elle-même donne aurait une nécessité que fussent caractérisés de façon beaucoup plus précise les éléments qui constituent, c'est-à-dire l'élément matériel, chacun des actes qui est reproché à chacun, il a fait quoi, à quel moment, etc. Ils ont tous les éléments pour ça. Et puis la préméditation. Maintenant, on ne les retrouve pas dedans. À la fin, il conclut en disant il y a eu violation. La troisième chose... Violation de consigne. Tout à fait. La troisième chose qui, moi, me paraît là-dedans plus grave, c'est le plus inquiétante. C'est le laps de temps relativement court entre le moment où on nous annonce la requalification et la fin de l'instruction, de l'information judiciaire. 5 jours. Qui veut dire tout simplement que dans l'intervalle, il ne s'est rien passé de légal. J'insiste là-dessus, de légal. Et comment ça? C'est-à-dire qu'il lui fallu, on aurait pu imaginer que le juge d'instruction,
après avoir fait l'analyse pertinente, encore une fois, que moi je salue, comme le directeur technicien, qu'il s'agit désormais. La loi dit, si vous voulez inculper quelqu'un, vous devez d'abord lui notifier cette inculpation. Et lui donner et elle dit ce qu'il faut faire. Vous devez lui indiquer comment ça doit pouvoir être fait. Et là-dessus, donc, il doit pouvoir vous dire, il est d'accord, il n'est pas d'accord, etc. Donc, en gros, la requalification n'est pas la fantaisie de quelqu'un qui s'assoit tout seul dans son coin, il dit, j'ai décidé de requalifier, allez vous débrouiller. Il faut qu'il y ait un processus normé, rigide. Donc, il les entend, quitte à ce que ce soit même une question sommaire. Est-ce que vous reconnaissez ce que vous avez dit auparavant? Il le valide sur procès verbal, il boucle son instruction, il dit voilà, j'ai notifié contradictoirement, ils ont réagi en disant ceci, ça renforce ma conviction, donc pour moi, il y a... Donc, je crains que le temps, je n'ai pas les détails, je ne suis pas dans le dossier, j'ai refusé jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui d'y rentrer, c'est un choix, c'est une option, mais je crains que le temps court, peut-être que les débats nous permettront d'avoir une autre approche, que le juge a peut-être fait ce qu'il fallait, mais moi je crains, dans les supputations, que le temps qui s'est écoulé n'ait pas permis matériellement au juge d'accomplir les actes et que par conséquent, cette qualification que nous allons applaudir se révèle finalement être l'objet de débat devant le tribunal qui va se retrouver lui-même à son tour confronté à un dilemme. Soit il valide effectivement la qualification telle qu'elle lui a été donnée, et dans ce cas, vous vous rendez bien compte que dans un crime qui a quand même été une action, même en conservant, je dis même pas même, surtout en conservant le principe de la présomption d'innocence, c'est-à-dire sans le rattacher à personne, il n'empêche que dans la passion, dans l'émotion, il s'est passé quelque chose qui interpelle l'homme au plus profond de lui. Donc on a un besoin, une exigence de vérité qui est plus grande dans cette affaire-là que partout ailleurs. Et pourtant, vous allez donner l'occasion à des gens d'aller chipoter en marge de la décision, puisque à partir du moment où vous ne suivez pas ce que dit la loi, eh ben vous ouvrez forcément la porte à une suspicion d'injustice, à une recherche, à une décision ciblée, etc., ce qui va faire mauvais effet. Donc là, malheureusement, la dimension pédagogique de la décision, je crains qu'elle ait déjà été altérée dès le départ. Ou bien, il va effectivement aller dans leur sens, tout à fait, il acquiesce, et dans ce cas, on va se retrouver malheureusement avec la procédure petit bras, telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est-à-dire uniquement les seuls éléments sur lesquels il y a eu bel et bien une notification et un respect du formalisme de l'inculpation incidente qui est intervenue. C'est la seule chose. Il faut préciser que nous sommes effectivement dans les hypothèses, comme vous avez indiqué. Mais quand vous dites 5 jours, vous estimez que 5 jours, ce n'est pas suffisant pour que tout cela puisse être fait? Cette procédure est tellement... Pour le nombre de personnes inculpées. Tout à fait. Cette procédure, alors, cette phase de la procédure est effectivement, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Il n'y a que l'avocat. D'ailleurs, au demeurant, si j'avais été dans cette procédure, je pense que vous ne m'auriez pas invité. Et si vous m'aviez invité, je n'aurais pas eu le droit de venir en parler ici. Donc, cette procédure est en principe à ce stade-là secrète. C'est ce que dit la loi. Donc, on ne peut pas savoir exactement ce qui a pu se passer. On ne peut faire que des supputations, des hypothèses. Mais il n'en demeure pas moins que, quand vous connaissez un peu le fonctionnement de la justice, vous avez 17 personnes à peu près qui sont inculpées, parmi lesquelles, je crois, 4 doivent au minimum être concernés par le changement de qualification, qui devrait donc pouvoir, en principe, avoir été reçus. Et je me doute énormément qu'au regard de la personnalité des mises en cause, au regard de ce que ce dossier, bien que dans une phase secrète, est quand même un peu, quelque part, à la disposition du grand public, je doute énormément que ces 4 personnes-là aient pu être entendues par le juge sans que vous, médias, vous nous en ayez relayé l'information. Alors, deux petites choses peut-être avant de sortir de la question, M. Assira, ce sont des questions essentiellement techniques. Il y a une préoccupation d'un certain nombre de concitoyens sur la manière dont ce procès devrait se dérouler. Je crois qu'il est dans un papier de Olinga pour le compte du journal en ligne Panorama Papers. Est-ce que ce procès doit ou peut être public? Je ne sais pas pourquoi la question se pose. La loi a réglé le problème depuis le code d'instruction criminelle. Le nouveau code est venu le renforcer. Ce procès ne peut être que public. La règle, c'est que le procès est public en matière pénale. Le procès, il faut que vos téléspectateurs le sachent aussi, il est fait pour le peuple. La décision est rendue pour le peuple, au nom du peuple camerounais.
C'est la raison pour laquelle le public doit y assister. Ce n'est qu'à titre exceptionnel. Rien n'empêchera, bien évidemment, que pour un certain nombre de raisons, des personnes qui sont mises en cause cherchent éventuellement à ce que ce procès puisse, la publicité soit réduite et que ce soit un procès à huis clos. Mais je doute énormément, parce que là aussi c'est une responsabilité de l'institution judiciaire et d'une façon globale de l'État. Une justice secrète est toujours forcément une justice suspecte. Donc, au regard, encore une fois, de l'impact que peut avoir ces décisions, moi si j'avais un conseil à donner aux autorités qui administrent la justice militaire, c'est surtout ne rien faire pour restreindre la liberté, l'ouvrir autant que possible. Si on pouvait même faire comme on l'a fait pour le Conseil supérieur, pardonnez-moi, le Conseil constitutionnel, tout à fait, proclamant les présidentielles. Tout le monde dans sa chair, dans son intégrité, dans ce qu'il peut avoir a subi l'assassinat, le supplice de Martinez Zogo, comme si c'était un peu de lui-même. Je pense qu'on doit restituer au public la réalité de ces choses. Cette ordonnance a commencé, hein, ça je ne veux pas, il ne faut jamais jeter l'enfant avec l'eau du bain. Et je le redis encore, on a tellement, nous, professionnels de la justice, tellement de mal, de bleu à l'âme dans nos combats, que quand il y a une victoire, même si elle est petite, moi je vous assure, je la prends. Je fais partie de ceux qui, depuis le début, ont été inquiets, comme citoyens, comme juristes, comme avocats, de voir cette décision minimale que rien n'expliquait. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que je ne sois pas content de ce qu'il y ait eu une nouvelle philosophie, une nouvelle orientation. Mais pour autant, je vais pouvoir vous dire que je pense que si on a vraiment envie de parachever l'œuvre, donnons au peuple qui s'identifie à une idée de l'État, à une idée de la justice, à une idée de l'individu, du respect qu'on peut avoir pour l'intégrité, donnons-lui accès au maximum à cette justice-là. Ça fait partie de la publicité. Alors, une autre préoccupation, vous avez évoqué tout à l'heure la question des délais, du temps. À quel moment est-ce qu'on peut attendre que ce procès s'ouvre? Effectivement, puisque vous avez indiqué, comme tous les autres, que vous avez hâte de voir ce procès s'ouvrir. Est-ce qu'il y a des délais indicatifs? À mon avis, avant avril. Je pense que oui. Je pense vraiment, au regard de, il avait encore 18 mois, il n'y a pas un délai pour l'instruction. Oui. Il n'y a pas de délai pour ça. Parfois même les magistrats, quand vous discutez avec eux, le législateur a juste enfermé le temps de la privation de liberté. Voilà. Qui ne peut pas dépasser 18 mois. Donc les juges d'instruction, eux, quand ils ont mis en détention provisoire, c'était le cas dans cette affaire, croient toujours qu'ils doivent enfermer leur instruction dans un délai de 18 mois. Donc même en restant dans cette logique, je pense qu'il devait encore lui rester 5 ou 6 mois. Ouais. Bien, ce qui veut dire qu'il sera allé jusqu'au mois de juillet, août, il sera encore dans les temps de la détention provisoire sans avoir besoin de trafiquer. Donc j'interprète, moi, l'accélération des choses un peu comme une signification d'une urgence, d'une volonté de diligence. Si j'avais été de mauvaise foi, peut-être que je me serais inquiété au-delà de la justice. C'est-à-dire, je me serais demandé, qu'est-ce que ça nous cache? Voilà. C'est la seule chose que dans le fond de moi, parce que peut-être, quand on est mal fait, on est obligé un peu d'anticiper, surtout quand on a vu que les choses ne se font jamais bien, de façon neutre. Voilà. Je me demande seulement, pourquoi cette précipitation? Pourquoi faut-il qu'on aille si vite? Pourquoi? Y a-t-il pas quelque chose d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas un agenda? C'est la seule petite crainte que j'ai. Mais je pense que si on devait rester dans le principe neutre de la justice, ce serait une bonne chose qu'on l'ait eu à un moment qui n'est pas très... Ça fait 13 ou 14 mois seulement que l'instruction a été ouverte. Et je pense qu'à mon avis, dans un délai maximum, le code de procédure pénale donne 10 jours, qui s'applique en l'occurrence. La loi sur le... Comment s'appelle encore la loi qui protège... La loi sur le TCS donne 1 mois. Donc théoriquement, à partir du moment où le dossier est fini, c'est-à-dire depuis vendredi, le président a la possibilité de convoquer les personnes et leur donner 10 jours entre le jour où il les convoque et le temps où l'audience peut commencer. Donc je pense, à mon avis, en faisant mon petit pronostic, qu'avant la fin du mois de mars, au plus tard, début avril, on peut prendre les paris si vous voulez, réinvitez-moi, je reviendrai avec plaisir. Je pense qu'avant avril, le procès va commencer, à mon avis. Voilà.